Merci beaucoup, docteur Debeh. Aussi, c'est une continuité en fin de compte. C'est une continuité de la première présentation, c'est-à-dire maintenant, on va parler d'un cas bien spécifique d'une épilepsie qui est difficile, difficile à prendre en charge. Et pour comprendre et pour avoir une idée sur comment on va la prendre en charge, il faut que je parle tout d'abord de vous donner la définition de la paralysie cérébrale. Il faut bien sûr qu'on se mette d'accord sur la maladie, quelques données épidémiologiques sur la présence de l'épilepsie dans cette affection, quels sont les moyens de diagnostic, les facteurs de risque et bien sûr comment on va prendre en charge. C'est ça, en fin de compte, le problème dans cette pathologie. Alors, je vous rappelle que la paralysie cérébrale, qui est classiquement appelée l'infirmité motrice cérébrale ou infirmité motrice d'origine cérébrale chez les francophones, nous, franchement, en Tunisie, on a changé, on a switché vers la terminologie paralysie cérébrale parce qu'on a l'impression que ça englobe tout et ça nous permet de comprendre qu'il s'agit d'un groupe de tableaux cliniques qui sont hétérogènes. Bien sûr, il y a les troubles du mouvement et de la posture, si on peut dire, c'est le noyau dur de la maladie, mais qui sont secondaires à une lésion cérébrale survenant sur un cerveau en développement, deuxième critère de diagnostic, et s'accompagnant d'une déficience intellectuelle, une épilepsie, des troubles orthopédiques, troubles psychopathologiques, troubles sensoriels. C'est pourquoi on aime bien la définition de paralysie cérébrale parce qu'elle elle met en évidence et elle met en exergue les troubles associés à ces troubles moteurs et à ces troubles du mouvement. Quand on parle d'infirmité motrice cérébrale, on a l'impression qu'on est parfois coincé dans la motricité et dans le déficit moteur et on oublie fréquemment les autres troubles associés qui parfois sont plus importantes que la paralysie cérébrale, que le déficit moteur ou le trouble du mouvement en lui-même. Regardez, la déficience intellectuelle elle est présente dans 30 à 60% des cas, c'est énorme. Et l'épilepsie dans 35 à 50% des cas, ce qui va entraîner encore la gravité de cette affection. Alors, il faut qu'on se mette, comme je vous l'ai dit, d'accord sur le terme. Tout ce qui est atteinte motrice n'est pas paralysie cérébrale. Les maladies neuromusculaires et l'atteinte médulaire, ce n'est pas une infirmité motrice cérébrale. C'est une infirmité motrice, mais n'est pas d'origine cérébrale. Tout ce qui est atteinte motrice secondaire à une atteinte cérébrale n'est pas une paralysie cérébrale. Il est très important de comprendre que dans la paralysie cérébrale, l'anomalie, l'étiologie, elle est fixe. Le tableau clinique peut évoluer, mais l'anomalie, elle est fixe. Et ça, c'est un élément très important. Donc, l'encéphalopathie métabolique et évolutive, par définition, n'est pas une paralysie cérébrale. Donc, cette appellation doit être vraiment réservée aux troubles non évolutifs qui affectent essentiellement le système moteur. On ne va pas s'amuser à dire que devant une atteinte du système sensitif, que c'est une paralysie cérébrale. C'est vraiment le système moteur et acquis quand le cerveau est en développement. Donc, si on se résume, c'est un terme vraiment parapluie ou ombrelle, si on peut le dire, paralysie, tonus, anomalie du tonus, anomalie de la posture, du mouvement. L'origine, elle est cérébrale. Ça peut être le cortex, les noyaux gris centraux et le cervelet. Et donc, l'épilepsie, vous imaginez qu'elle sera différente en fonction du type de la paralysie cérébrale, elle sera beaucoup plus fréquente quand l'anomalie elle est située au niveau du cerveau, du cortex cérébral et non pas au niveau du noyau gris centraux ou du cervelet. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier les signes associés et particulièrement l'épilepsie qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, regardez la fréquence de l'épilepsie dans la paralysie cérébrale, comme je vous l'ai dit, entre 30 et 50%. Et ce sont des études qui ont été faites depuis longtemps. Actuellement, la recherche bibliographique ne montre pas qu'il y a beaucoup d'articles qui s'intéressent à l'épilepsie et à la paralysie cérébrale. Pratiquement, les articles sur la paralysie cérébrale sont maintenant sur l'appellation et sur la définition. Et je pense qu'il est temps d'avoir plus d'articles qui parlent de cette association morbide. La fréquence, elle varie entre 20 et 40%. Il faut rappeler que les conséquences de cette épilepsie ou l'impact de cette épilepsie sur la paralysie cérébrale sont multiples et à tous les niveaux, on aura une plus grande détérioration de la fonction cognitive. Déjà, quand on a une atteinte du cortex cérébral, la fonction cognitive va souffrir. Alors, ajoutons à cela une épilepsie et des crises épileptiques.
ce sont des enfants qui auront une plus faible probabilité de marcher. Et quand on fait les études et quand on voit les études internationales, on voit que les enfants qui ont une paralysie cérébrale avec épilepsie, le gross motor function score, c'est-à-dire le niveau fonctionnel des membres inférieurs, il est plutôt situé à 5, c'est-à-dire de 4 à 5, c'est-à-dire ce sont des enfants qui auront des difficultés ou seront sur chaise roulante. Donc là, l'épilepsie, elle aggrave même les troubles moteurs. Elle va entraîner une aggravation des troubles du comportement. On n'oublie pas que l'épilepsie, quand elle survient surtout sur un cerveau qui est déjà altéré ou avec une lésion, les troubles psychiatriques et les troubles du comportement sont très importants. Une qualité de vie moindre, en compromettant l'autonomie, quand on ne peut pas marcher et on a une crise épileptique, je peux vous assurer que ce n'est pas aussi évident, ni pour le patient, ni pour la famille. Une plus grande charge de soins, avec une augmentation du coût, avec des consultations en urgence. 8% des consultations en urgence des enfants avec paralysie cérébrale sont dues à l'épilepsie. Et 10% des hospitalisations des enfants avec paralysie cérébrale sont dues à l'épilepsie. Et là, je peux ajouter quelque chose, c'est que la présence d'épilepsie, elle va priver ces enfants de la rééducation. Nous, dans notre pays, et heureusement, les choses sont maintenant en train de changer, mais avant, quand un enfant avait une paralysie cérébrale, la kinésie refusait de le prendre en charge s'il avait une épilepsie. Il était aussi refusé d'être inclus dans les associations de prise en charge des enfants. Donc, on voit que les conséquences et l'impact de cette épilepsie est très lourd à tous les niveaux et bien sûr à tous les niveaux. La fréquence, donc prévalence, si la prévalence de l'épilepsie chez les enfants normaux, c'est 8,4, regardez, chez l'épilepsie avec paralysie cérébrale, c'est 15 à 60% des patients. Et regardez, ce sont des études qui ont été faites jusqu'à une étude récente qui a été faite par Pavone en Italie en 2021. C'est 49%, en Égypte, c'est 51%. Ce sont des chiffres énormes et qui doivent vraiment nous interpeller pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la prise en charge de ces enfants. Est-ce que la prise en charge de l'épilepsie dans sa prévention et dans sa prise en charge, elle est bien étiquetée et elle est bien déterminée et expliquée dans notre pays. Donc, il faut aussi un élément, mais qui est tout à fait compréhensible, c'est que l'épilepsie, elle est fréquente, elle est variable en fonction de plusieurs éléments. Elle est plus fréquente, elle est variable en fonction du type de la paralysie cérébrale. Comme je vous l'ai dit, quand on a une atteinte du cortex, l'épilepsie sera plus fréquente que chez les enfants qui ont une atteinte des noyaux gris et de l'ataxie. Regardez, elle est pratiquement, dans la paralysie cérébrale ataxique, c'est 13 à 16%, paralysie cérébrale dyskinétique, c'est 8 à 13%, mais l'épilepsie en cas d'atteinte bilatérale du cerveau, c'est-à-dire dans les encéphalomalacies multikystiques, par exemple, et dans les paralysies cérébrales spastiques bilatérales, l'épilepsie peut atteindre jusqu'à 94% des patients. Elle est un peu moins fréquente en cas d'atteinte unilatérale, c'est seulement un tiers jusqu'à la moitié des cas. Et regardez ici, dans cette étude de Pavone, avec là, ce qui est en bleu, c'est les patients avec épilepsie. On voit que l'épilepsie elle est beaucoup plus fréquente chez les enfants avec quadriplégie spastique qu'avec les autres types de paralysie cérébrale. Et donc, c'est un élément prédictif et un élément de surveillance pour ces enfants. Tous les enfants, normalement, tous les enfants à risque, avec un accouchement à risque, que ce soit un accouchement prématuré, un accouchement jumellaire, et pour lesquels on a fait le diagnostic d'une paralysie cérébrale, doit être surveillé. Et dans la surveillance de ces enfants, dans la surveillance du niveau moteur et dans le développement moteur et dans la mise en évidence pour le début de la rééducation, etc., la surveillance de la survenue des crises épileptiques doit faire partie de notre prise en charge. Et là, parmi les questions qu'on doit se poser chez ces enfants, surtout dans l'âge entre 3 et avant l'âge de 1 an, parce qu'à cet âge-là, l'épilepsie est fréquente et surtout le syndrome de West, quand on fait l'évaluation de ces enfants, on doit poser des questions sur le niveau du développement moteur et on doit aussi poser des questions, est-ce que l'enfant fait des mouvements anormaux, est-ce qu'il fait des réactions transitoires paroxystiques et simuler le spasme en flexion, simuler les crises pour faire le diagnostic précocement afin d'améliorer l'évolution de cette épilepsie. Donc, vous voyez que
savoir que l'épilepsie elle est fréquente dans les pathologies les plus lourdes et dans les formes les plus lourdes permettent d'une certaine façon de prévenir la survenue et d'améliorer le pronostic de ces patients. Là aussi, l'étiologie, elle peut prédire. Quand on a une anomalie structurelle, un AVC, une hypoglycémie et surtout les malformations corticales, vous le savez, quand on a une hémimégalencéphalie ou une polymicrogyrie, on peut être sûr que l'enfant il aura une épilepsie. Et à certains moments, on peut se dire, est-ce qu'il ne fallait pas traiter préventivement ces enfants? Les anomalies chromosomiques sont aussi très pourvoyeuses d'épilepsie et bien sûr les infections intra-utérines. Il y a aussi les atteintes, comme je vous l'ai dit, les atteintes corticales et bien sûr, chez les patients, les enfants à terme sont plus susceptibles de développer une épilepsie, enfin les anomalies, les paralysies cérébrales qui surviennent chez des enfants à terme sont plus sujettes de faire une épilepsie que les enfants après terme. Je pense que les enfants, les anomalies qui surviennent chez les enfants à terme, ce sont plutôt les accidents vasculaires cérébraux, ou bien l'hypoxo-ischémie, qui est corticale, c'est une lésion corticale, alors que chez les prématurés, c'est surtout la leucomalacie périventriculaire, c'est une atteinte de la substance blanche et donc elle est moins épileptogène que les atteintes corticales. Il y a aussi les anomalies quand il y a une imagerie. C'est pourquoi dans la prise en charge de ces enfants avec paralysie cérébrale, il ne faut jamais oublier que dans notre prise en charge, dès le départ, faire l'évaluation du niveau neuromoteur, mais aussi faire une imagerie cérébrale. Ce n'est pas pour agir, mais c'est avoir une idée et pouvoir donner un pronostic pour ces enfants et avoir les moyens objectifs pour surveiller notre patient et surveiller l'apparition de ces anomalies associées, surtout l'épilepsie. Et on voit que, par exemple, quand on a des anomalies à l'EEG, à l'imagerie, ou bien quand on a une atrophie ou quand on a une atteinte au niveau du cortex cérébral, ce sont les 3 lésions qui sont les plus pourvoyeuses d'apparition de crises épileptiques chez ces enfants. Et voilà quelques exemples. Là, par exemple, un enfant, la première lignée à gauche, parce que je n'ai pas mon pointeur, c'est plutôt une uligérie très épileptogène, et celles qui sont en bas sont des uligéries qui sont dues à une hypoglycémie néonatale. Moi, je trouve que ce sont les lésions les plus épileptogènes, je ne sais pas pourquoi. L'encéphalomalacie multikystique aussi, mais en bas, il y a la leucomalacie qui est moins épileptogène, les malformations corticales, la schizoencéphalie avec une hémiplégie, l'AVC néonatal, les séquelles d'encéphalite néonatale et bien sûr la polymicrogérie qui sont, quand on voit ces éléments, il faut vraiment surveiller notre patient et la surveillance de l'apparition de l'épilepsie doit faire partie de notre prise en charge. L'une des caractéristiques de cette épilepsie dans la paralysie cérébrale, malheureusement, c'est un âge de début précoce. Et quand on sait que l'âge de début précoce de l'épilepsie, on sait que c'est une épilepsie qui sera sévère et qui sera le plus souvent pharmacorésistante, je vous l'ai bien dit. Les états de mal sont fréquents, malheureusement. Risque de récidive après l'arrêt du traitement, et ça, c'est un casse-tête chinois. Quand on commence un traitement, pour dire quand est-ce qu'il faut l'arrêter. Et là, c'est vraiment très, très difficile chez ces enfants qui sont parfois obligés d'avoir un traitement à vie. Moi, je leur dis, continuez le traitement jusqu'à avoir une autre possibilité thérapeutique. La polythérapie, malheureusement, il est fréquente et on va le voir. Donc, l'âge de début ici, regardez, c'est 1 an, c'est avant 1 an. Notre étude qui a été faite en 2013 à Sfax, c'est toujours avant 1 an, l'âge de début. C'est dans 69% des cas. Et là, on voit qu'un âge précoce est aussi plus fréquent dans les formes sévères. C'est-à-dire, plus la forme est sévère, déjà la forme sévère en elle-même, elle est pourvoyeuse d'épilepsie. L'âge de début qui est encore, et donc voilà une association de facteurs de risque chez ces enfants. Alors, comment on va faire le diagnostic de cette épilepsie chez ces personnes avec paralysie cérébrale? Et je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Premièrement, je vous rappelle notre démarche diagnostique qui est très importante devant tout mouvement paroxystique. Il peut être soit non épileptique, soit il peut évoquer une crise épileptique. Et quand on parle de crise épileptique, on doit déterminer le type, l'épilepsie, le syndrome électroclinique, l'étiologie. Dans notre cas, c'est une étiologie surtout structurelle, puisque structurelle, les étiologies métaboliques, mais aussi infectieuses.
et bien sûr déterminer les comorbidités pour les prendre en charge. Donc, dans la définition, je rappelle ici la définition pour vous donner une idée sur ce qu'on a discuté ce matin pour le diagnostic d'épilepsie. Ça, c'est la définition du diagnostic de l'épilepsie de la Ligue internationale de 2014. Et diagnostiqué dans les situations suivantes, survenir au moins 2 crises non provoquées, une première crise non provoquée ou un syndrome épileptique. Et là, chez ces enfants, d'une façon générale, c'est la deuxième et la troisième situation qui est prise en considération. Quand on a un enfant avec un diagnostic d'une paralysie cérébrale, ne prenez pas en considération la première situation, parce que d'une façon générale, vous avez une lésion cérébrale. Et quand on a une lésion cérébrale, quand on a une imagerie qui est normale, ce sont 2 facteurs de risque et le risque va monter automatiquement à 60%. Et donc, c'est le risque, 60%, c'est le risque qu'après 2 crises épileptiques. Donc, un enfant une personne qui a une lésion cérébrale et a une première crise épileptique, elle a exactement le même risque de récidive qu'une personne qui a eu 2 crises épileptiques. Et donc, c'est le moment de la prendre en considération et de faire le diagnostic d'une épilepsie, ne pas attendre la deuxième crise. Bien sûr, ce sont des enfants qui font des syndromes épileptiques. Le syndrome de West, il est très fréquent. L'hypoxie-ischémie, il est la première étiologie. L'hypoxie-ischémie, il est la première étiologie dans notre pays, dans nos pays, si je peux le dire, de la paralysie cérébrale, mais aussi de l'épilepsie. Donc, quand on fait le diagnostic d'un syndrome épileptique, là, on peut commencer la prise en charge de façon adéquate. Et donc, les facteurs de risque, comme je vous l'ai montré, ce sont les facteurs de risque qui nous permettent d'avoir une idée sur le pourcentage de récidive. Et là, les facteurs de risque pour atteindre les 60%, c'est une lésion cérébrale, des anomalies épileptiformes allogées, des anomalies LIRM, et bien sûr les crises épileptiques nocturnes, parce que d'une façon générale, elles sont très récidivantes. Et donc, dans la paralysie cérébrale, chez les patients qui ont une paralysie cérébrale, ils ont déjà une lésion cérébrale, ils ont des anomalies LIRM, et donc ils sont dans le pourcentage de plus de 60%. Le diagnostic du type de crise épileptique, maintenant, ce n'est pas aussi évident chez les patients avec paralysie cérébrale, qu'on le veuille ou non. Les signes de focalisation peuvent être difficiles à déterminer. L'altération de la conscience peut passer inaperçue chez les enfants qui peuvent être sévèrement handicapés. N'oubliez pas que c'est la tétraplégie spastique et les encéphalopathies infantiles qui sont les plus pourvoyeuses des crises épileptiques. Quand on a une hémiplégie, on a une crise hémicorporelle, c'est facile, mais quand on a un enfant avec une tétraplégie spastique, ce n'est pas aussi évident. La différenciation entre myoclonie, tonique et atonique, c'est parfois impossible si on n'a pas un EEG couplé à un EMG. On peut ne pas faire le diagnostic. Et là, vous savez que c'est très important de faire la distinction entre ces 3 types de crises épileptiques puisque le traitement n'est pas le même. Et donc, si on ne fait pas le diagnostic, on va traiter de façon aveugle et ces patients vont devenir pharmacorésistants systématiquement, si on peut le dire. Et là aussi, ici, c'est pour vous montrer quels sont les différents types de crises épileptiques. Et vous voyez que dans la tétraplégie, ce sont plutôt des crises généralisées, c'est normal, c'est une encéphalomalacie multikystique, c'est une atteinte bilatérale. Bien sûr, dans l'hémiplégie, c'est plutôt les crises focales, qui sont les plus fréquentes et ce sont des résultats qu'on a retrouvés aussi dans notre étude. Il n'y a pas rien n'est sorcier, c'est logique. Ce sont des éléments qu'il faut avoir, mais bien sûr, on peut avoir des crises focales dans les tétraplégies, on peut avoir aussi des crises généralisées dans les hémiplégies. Alors, le type de crise épileptique aussi, il change avec certains autres arguments, par exemple l'âge d'apparition. Si on a un tableau sévère et l'épilepsie, elle sera précoce, c'est plutôt des spasmes en flexion qui sont les plus fréquents. Et là, regardez, pour ce bébé, il a un spasme qui est asymétrique. Voilà, regardez, la contraction, elle est vraiment asymétrique. Et quand on a des spasmes asymétriques, en fin de compte, qu'est-ce qu'on dit, nous, dans les spasmes? C'est pas en flexion, en extension qui est le plus important, c'est symétrique ou asymétrique qui est le plus important. Donc, il faut vraiment regarder sérieusement pour dire si cette crise ou ce spasme est bilatéral, asymétrique ou asymétrique. Là aussi, avec l'étiologie peut nous donner une idée sur le type de crise. Les spasmes sont plus fréquents qu'en de malformations. Les malformations, c'est les mégalencephalie et les polymicrogyries.
et ce, avec une lésion prénatale prématurée. Les crises généralisées sont bien sûr plus fréquentes dans l'encéphalomyélatie multikystique et bien sûr, les crises focales sont plus fréquentes au cours des AVC. Là, c'est pour vous montrer dans la tétraplégie spastique qu'on peut avoir tous les types de crises, mais à côté des crises, de types de crises, il y a des syndromes qui sont bien spécifiques. Regardez, le West syndrome, les encéphalopathies épileptiques, les crises néonatales sont assez fréquentes et surtout sont présentes dans les paralysies cérébrales bilatéraux et symétriques par atteinte corticale. Donc, déterminer le type de crise, c'est bon, déterminer le type d'épilepsie, mais aussi, parfois, on a la possibilité de mettre en évidence le syndrome électroclinique qu'on a. Ici, c'est pour vous donner une idée sur la fréquence de ces syndromes. Bien sûr, les épilepsies focales sont les plus fréquentes, mais le syndrome de West et le syndrome de Lennox-Gastaut peuvent être présents en 28 et 18% respectivement. Et là, ce sont des résultats de notre étude qui confirment que l'épilepsie ou les crises focales sont les plus fréquentes, et on peut avoir aussi des syndromes épileptiques âge dépendants et qui sont très pourvoyeurs de pharmacorésistance. Un autre problème dans la prise en charge de cette épilepsie, c'est bien sûr les données de l'EEG, l'EEG intercritique. Quand on a la chance de faire un EEG critique et d'avoir la crise signée sur l'électroencéphalogramme, on n'a pas beaucoup de problèmes. Le problème, c'est de mettre en évidence ces anomalies intercritiques. Et ces anomalies intercritiques, regardez bien ces chiffres. 93, pratiquement 93% en cas de avec paralysie cérébrale, mais avec épilepsie, pardon, mais 74% sans épilepsie. C'est-à-dire que ces anomalies intercritiques, même chez les patients qui n'ont pas une épilepsie, elles sont assez fréquentes. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il s'agit bien d'une crise infraclinique, puisque c'est un diagnostic qui est difficile chez ces patients avec un handicap sévère, et qu'on passe à côté de crises épileptiques très subtiles, ou bien est-ce que ce sont des anomalies intercritiques évidentes, mais seulement la fréquence, c'est la fréquence kinogène, c'est la grande fréquence de ces anomalies intercritiques qui nous gênent et qui doivent nous faire poser la question sur leur signification et sur l'utilité de leur traitement. Et là, regardez, des études ont montré que la présence des décharges intercritiques chez les enfants avec paralysie cérébrale sans épilepsie a une valeur prédictive de la récurrence prédictive, soit une valeur prédictive de la survenue des crises ou de la récurrence des crises. Parmi 3,5% des sujets avec des anomalies intercritiques, 6% ont développé des crises épileptiques. Donc, là, on est vraiment gêné parce que d'une façon générale, quand on parle des anomalies intercritiques chez les sujets normaux, vous savez qu'à peu près 3 à 4% dans la population générale, adultes et enfants, le taux il est un peu plus élevé chez les enfants qui sont parfaitement normaux, ils ont des anomalies intercritiques. On ne va pas s'amuser à les traiter. Et pour ces enfants, d'une façon générale, là, le consensus international qui n'est pas encore rédigé, mais qui est retenu par tout le monde, c'est qu'on ne traite que s'il y a qu'on a démontré une régression cognitive, c'est-à-dire une régression dans la scolarité, etc. Est-ce qu'on va s'amuser de faire la même chose pour ces enfants qui sont déjà assez handicapés avec déficience intellectuelle, ou bien est-ce qu'on va se permettre de dire on va les prendre en considération et on va commencer les traitements et puis on verra. Là, c'est une question franchement à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses. Je vais vous donner un peu ce qu'on est en train de faire dans notre pratique, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, c'est une attitude qui est reprise par tout le monde. Là aussi, regardez cette étude qui a été faite en 2012. Chez les patients avec paralysie cérébrale, la présence des anomalies intercritiques, elles peuvent expliquer les troubles du comportement qui sont fréquents chez ces enfants et les problèmes d'apprentissage. Donc, la conclusion de cet auteur qui a fait l'étude à 5 ans d'intervalle, c'est qu'en fin de compte, ces anomalies intercritiques chez les patients avec paralysie cérébrale ne sont pas aussi bénins qu'on le croit et ne doivent pas être ignorés, et que l'EEG doit être obligatoire dans le protocole de prise en charge de tous les patients atteints de paralysie cérébrale. Et là, on tombe aussi dans le problème. Est-ce qu'on a le droit de le faire, premièrement, sur le plan éthique? Si on va trouver des anomalies, qu'est-ce qu'on va en faire?
Si on va le traiter, est-ce qu'on va, l'améliorer? Si on ne va pas le traiter, il fait une crise épileptique, est-ce on sera sanctionné sur le plan légal? Et puis, est-ce que sur le plan aussi finance, à augmenter le coût pour les soins déjà qui sont très lourds pour ces patients ou non? Et là, vraiment, ce sont des questions qui nécessitent des études un peu mieux réfléchies et mieux systématisées pour pouvoir répondre à ces questions. Néanmoins, dans le service, par exemple, nous, parfois, quand on a des EEG qui sont très actifs, on fait toujours un EEG de veille de sommeil. Quand on a des EEG qui sont très actifs, c'est à ce moment-là qu'on met en place un traitement par des benzodiazépines, surtout l'urbanite, mais on est parfois gêné, on n'est pas, c'est pas le traitement antiépileptique classique. Et là, le problème, là, on commence à faire des bilans neuropsychologiques pour ces enfants, mais je peux vous dire que pour la prise en charge, ce n'est pas aussi évident. Alors, voilà, donc prévenir d'autres dommages, c'est les essais sur le traitement. Alors maintenant, nous avons fait le diagnostic. Quand on fait le diagnostic de crise épileptique, nous sommes sauvés. Mais quand il faut se rappeler aussi que parfois, ces mouvements anormaux ou ces anomalies paroxystiques sont d'origine non épileptique. Et ça, c'est un deuxième problème très délicat et très difficile à mettre en évidence chez les patients, plus difficile encore chez les patients avec paralysie cérébrale que chez les patients normaux. Et je vais vous donner quelques exemples. Regardez, ce garçon qui est né en 2012, grossesse, accouchement normal, période néonatale normale, on a fait le diagnostic d'une paralysie cérébrale spastique bilatérale avec déficience intellectuelle. Il était bien jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il a, sans facteur déclenchant ni fièvre, crise épileptique motrice, d'après l'interrogatoire, mis sous valproate. Et alors, depuis quelques jours, il nous vient avec le diagnostic d'une aggravation de son épilepsie et par les urgences. Et regardez cette vidéo. Est-ce que ça vous rappelle vraiment une crise épileptique? Bien sûr, il y a les mouvements anormaux, ils sont bilatéraux, ils sont symétriques, si on peut dire, ou asymétriques, ils touchent les 4 membres, ils touchent la face. Mais est-ce que c'est des mouvements qui nous rappellent quand même les crises cloniques, myocloniques, toniques, atoniques? Non, en fin de compte, ce sont des enfants. Là, quand on voit cette vidéo, quand on l'a mis avec un EEG vidéo, il s'avère plutôt que ce sont des mouvements choréo-athétosiques et qui entrent dans le cadre d'une paralysie cérébrale plutôt dyskinétique et avec une aggravation par la fièvre. Pour cet enfant, il a eu une deuxième récidive et là maintenant, on recuse même le diagnostic de paralysie cérébrale et on pense qu'il s'agit plutôt d'une maladie génétique. Pour vous dire que le diagnostic de paralysie cérébrale et d'épilepsie dans la paralysie cérébrale, les deux ne sont pas toujours très évidents. Regardez aussi pour cet enfant qui fait ces épisodes de révulsion oculaire et là, le papa, il vient, pourquoi? Parce que pour lui, ce sont des crises épileptiques, en fin de compte, ce sont des mouvements d'errance des globes oculaires. Là, c'est la même chose pour cet enfant. Là, regardez, ce sont des mouvements oculaires qui peuvent prêter à confusion avec des crises épileptiques. Mais là, le G vidéo, et si on fait attention, ce sont des enfants qui ont une baisse de l'acuité visuelle, ce sont des mouvements oculaires anormaux. Là aussi, c'est un autre enfant avec une tétraplégie spastique. Et là, regardez, ces tatutus sont des réactions. Là, il bouge comme ça. Regardez, il est en train de bouger. Et puis, à un certain moment, il fait ces mouvements d'opistotonos de la tête. Et là, ça peut prêter à confusion avec une crise tonique. Mais là, il s'agit plutôt d'un opistonos. C'est un mouvement anormal qui entre dans le cadre de cette paralysie cérébrale et non pas d'une crise épileptique. Alors, si c'est nouveau, et avec l'interrogatoire seulement, sans avoir de vidéo et sans avoir de G vidéo, vous pouvez être sûr que vous allez vous tromper, que vous allez mettre votre patient sous traitement. Et vous allez retenir le diagnostic d'une épilepsie pharmacorésistante alors qu'il s'agit d'une crise non épileptique. Donc, se méfier chez les patients avec paralysie cérébrale, surtout en cas d'atteinte corticale, ces mouvements paroxystiques sont très fréquents et ces mouvements anormaux sont très fréquents
et qu'il faut savoir différencier avec une crise épileptique. Là aussi, un deuxième exemple, et là je peux vous montrer cet exemple, cette maman, c'est un tétraplégie spastique avec une épilepsie, on est tout à fait d'accord, elle a été mise sous valproate et vénobarbital, on est bien. Le seul problème, c'est que malgré une bonne observation, un bon dosage du traitement, la maman, elle revient tout le temps en disant non, il y a persistance de crise épileptique. Il a fallu qu'on fasse un EEG vidéo et quand met en évidence cette main trompeuse de la maman qui stimulait cet enfant et qui a entraîné cette réaction hypertonique. Et quand on fait, imaginez la maman qui vous fait l'interrogatoire, elle vous dit qu'il fait une réaction hypertonique des 4 membres avec une hypertonie de la tête, vous allez retenir le diagnostic de crise tonique. Et en fin de compte, il s'agit plutôt d'un mouvement anormal et de sursauts qui sont dosés. Regardez le G vidéo permet d'éliminer le diagnostic d'une crise épileptique. Un autre exemple aussi, regardez, ce sont des réactions sensorielles, c'est-à-dire à la fermeture de la porte ou aussi on claque des mains et vous avez cette réaction hypertonique qui sont terribles parce qu'ils sont source de chute pour ces enfants, surtout quand ils marchent. Et avec l'épilepsie, il y a l'épilepsie et ces chutes. Moi, j'avais un patient qui, en fin de compte, à la fin, je lui ai demandé de mettre un casque parce que il avait des crises atoniques et en cours de crise atonique, dès qu'il il avait un petit obstacle devant lui, il chutait. Et ces chutes n'étaient pas dues à cette crise atonique, elles étaient plutôt dues à ces sursauts. Et ça, ce sont des mouvements, si on peut dire, dystoniques ou de mouvements anormaux qui sont fréquents dans les atteintes corticales et qui sont fréquentes dans les paralysies cérébrales. Donc, vraiment, se méfier avant de retenir le diagnostic de crise épileptique, ce n'est pas aussi évident. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette atteinte? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la présence d'anomalies structurelles, la présence de crises néonatales, la déficience intellectuelle sont considérées par certains auteurs comme facteurs de risque. Le mode d'accouchement, le périmètre crânien, le poids de la naissance, le sexe, le mariage consanguin et encore, maintenant avec les paralysies cérébrales d'origine génétique, je me méfie, la maturité ne sont pas considérées comme un facteur de risque épilepsie. Et bien sûr, parmi les facteurs de risque qui agissent ou qui aggravent l'épilepsie, c'est bien sûr les antécédents de crise néonatale et l'activité épileptiforme très importante à l'EEG et bien sûr l'âge du patient. Là, ce sont un article récent sur les éléments prédictifs d'une pharmacorésistance. Et là, il y a l'Apgar qui est très diminué à 5 minutes. Les crises néonatales, les crises focales et bien sûr les anomalies, le ralentissement ou la focalisation à l'EEG sont des éléments prédictifs de pharmacorésistance. Alors maintenant, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour agir sur cette épilepsie pharmacorésistante? Et là, je reviens toujours à ce schéma thérapeutique. Les comorbidités sont très importantes à prendre en considération. Pour prendre en charge un enfant ou une personne avec épilepsie normale, cette démarche doit être systématisée, encore plus chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale. Sinon, on va se tromper et on va passer à côté, on va tomber dans le diagnostic de pharmacorésistance qui est déjà assez fréquent chez ces patients. Donc, il ne faut pas se dire d'une façon générale, ah oui, l'épilepsie chez les enfants avec paralysie cérébrale, elle est fréquente, oui, c'est normal que j'ai cette pharmacorésistance, oui, mais il faut se méfier. Hein. Il faut se dire, est-ce que moi, j'ai été la cause de cette pharmacorésistance avant d'être sûr que vous n'êtes en rien et que vous devez proposer à ces enfants d'autres moyens thérapeutiques. Voilà, toujours se rappeler ces éléments, ces comorbidités qu'il faut toujours prendre en considération dans la prise en charge thérapeutique et bien sûr les mouvements. Il y a certains médicaments qui peuvent agir et qui peuvent aggraver aussi sur les troubles associés et sur les troubles du mouvement. Donc, quand on prend en charge ces patients, avoir à l'esprit ces deux éléments, c'est que certains médicaments peuvent déjà aggraver les troubles associés, donc il ne faut pas ajouter encore un handicap à ces enfants, et que aussi certains médicaments peuvent aussi agir soit positivement, soit négativement sur le trouble du mouvement que présente cet enfant. Alors, quels sont les traitements qui sont à notre disposition? Bien sûr, il peut être étiologique, il sera toujours symptomatique et peut être médical.
il peut être aussi chirurgical et on peut avoir la stimulation du nerf vague, c'est la même chose. Et bien sûr, ne pas oublier les règles d'une bonne hygiène de vie, même chez ces patients, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Tous les médicaments antiépileptiques peuvent être utilisés en respectant bien sûr le type de crise épileptique, le syndrome épileptique, les contre-indications et les comorbidités. Mais tous les médicaments, il n'y a pas la paralysie cérébrale, elle ne contre-indique pas, à ma connaissance, elle ne contre-indique pas l'utilisation de médicaments antiépileptiques. Seulement, il faut quelques précautions à prendre dans notre démarche, c'est que il faut mieux éviter le phénobarbital s'il y a déficience intellectuelle et des troubles du comportement. Je peux vous montrer des vidéos avec des enfants qui étaient sur l'armoire de la consultation parce qu'ils étaient mis sous… Le handicap moteur ne les a pas empêchés d'y grimper. Avec des troubles du comportement, ça devient infernal par la famille. Je sais que c'est un traitement, parfois on n'a pas d'autres moyens. Le topiramate, il faut vraiment l'éviter si votre enfant a une hémiplégie avec troubles du langage ou anorexie, ce n'est pas le meilleur traitement. Et bien sûr, si vous avez des enfants avec des troubles de comportement, le lévétiracétam, ce n'est pas le meilleur traitement, il faut vraiment l'éviter, sinon ça devient infernal pour la famille avec ces troubles du comportement. Nous avons même des enfants qui ont développé des troubles du spectre autistique avec l'utilisation de ce lévétiracétam. Bien sûr, avec un traitement bien conduit, on peut gagner sur les comorbidités. N'oubliez pas que pour les enfants qui ont des troubles du sommeil, et c'est fréquent chez ces enfants, le phénobarbital et benzodiazépine peuvent aider, que les benzodiazépines vont agir aussi bien sur l'hypertonie que sur les mouvements anormaux, donc ils ont un effet quand même positif. Et donc, si vous avez un enfant qui a vraiment une hypertonie très rebelle et très résistante, ajouter un peu de médicaments Rivotril pour l'aider un peu va agir sur les deux, sur l'épilepsie et sur l'hypertonie. Alors, quelques données de la littérature. L'épilepsie avec paralysie cérébrale, ce qu'il y a de particulier, c'est que la polythérapie elle est pratiquement de règle, 66%. 83% avec tétraplégie spastique, donc pour vous dire que cette forme elle est très grave. Donc alors les gynécologues doivent faire plus attention. Le contrôle des crises uniquement dans 22% des cas, comparé à 68% dans les épilepsies sans paralysie cérébrale. Et la monothérapie, elle est dans 70% des cas dans les épilepsies sans paralysie, elle est seulement de 66%. Et elle est pratiquement présente dans 30% des cas en cas d'épilepsie avec paralysie cérébrale. Et bien sûr, besoin de médicaments à long terme dans 84% des cas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi, pour arrêter un traitement avec une uligérie, ce n'est pas franchement, ce n'est pas toujours possible. Là aussi, il faut toujours se méfier. La pharmacorésistance présente dans 27%, forme sévère 57%. Et parfois, il ne faut pas hésiter à proposer d'autres moyens thérapeutiques tels que la stimulation du nerf, la chirurgie. Alors, la chirurgie, c'est surtout l'hémisphérotomie pour ces enfants, c'est surtout avec les AVC. Là, c'est un garçon qui a été hospitalisé, il était âgé de 12 ans avec une cavité parencéphalique énorme à la suite d'un AVC néonatal, une épilepsie focale avec focalisation à l'EEG. On était sûr que c'était une focalisation et avec cette imagerie, on a fait une hémisphérotomie avec le professeur Olivier Delalande et depuis, il était sans crise. Il a continué sa scolarité qui n'était pas fameuse, mais quand même, c'est mieux que d'avoir un enfant complètement à la maison, handicapé et ne pouvant pas continuer sa scolarité. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a toujours de l'espoir avec ces sortes d'épilepsie. Merci beaucoup.